Bonjour. Dans cette vidéo-là, on va parler du principe de perte de charge dans un système, puis les pertes en pression. Là, on parle pour le système pneumatique, mais c'est aussi bon pour hydraulique, pour le système sanguin, pour le système de circulation automobile. C'est pas mal le même principe tout le temps. En fait, imaginons qu'on part du compresseur ici, puis on est une petite molécule d'air qui s'en va qui passe par ce chemin-là ici, qui traverse une valve, qui prend une coupe de raccord ou de fitting, si on veut, puis on aboutit dans le vérin. Et si vous pourriez vous rendre directement du compresseur en ligne droite au vérin, comme sur l'autoroute, sur une grande route, ça irait vite. On n'aurait pas de restrictions, il n'y a pas de congestion, ça va très vite. Par contre, si on est obligé de passer par plein de petits chemins de campagne, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui peut ralentir notre route quand on se promène en voiture? Bien, tu as les coins, les intersections, quand on a un raccord en T, quand on rencontre une route. Si on s'en vient par ici, il faut faire attention pour ne pas se faire frapper par l'auto qui s'en vient ou le camion qui s'en vient sur la route perpendiculaire. Même ici, même si on passe tout droit ici, bien, il faut regarder pour pas qu'il y ait un auto qui rentre ici. Donc, ça va ralentir notre circulation. Ici, bien, c'est si on passe, par exemple, dans un embouteillage où il y a beaucoup, beaucoup de restrictions, bien, ça va ralentir notre chemin aussi. Puis aussi, ici, on va avoir un petit coin. Donc, toutes ces parties-là, toutes ces composantes-là vont faire que notre parcours va être ralenti. Mais il y a aussi la route comme telle. Il y a la tuyauterie. Fait que la tuyauterie, elle, si elle est petite, 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 si on s'en va dans un chemin qu'il y a un auto qui peut passer, bien, on va être plus ralenti que si on passe dans une autoroute qui a 25 voies de large. La même chose, si on se promène dans une route avec plein de nids de poules, on va moins vite que si on se promène sur une route qui est fraîchement faite, puis qu'on peut aller très vite. Donc, tous ces facteurs-là viennent affecter la vitesse à laquelle on se promène, puis c'est la même chose pour un fluide, que ce soit un liquide ou un gaz. Fait que, par exemple, mettons qu'on est ici, on est à 130 PSI. Ça va être des PSIG. Fait qu'on est à 130 PSI à la sortie du compresseur. Puis là, juste parce qu'on prend un petit bout ici, on va descendre en pression un petit peu. On descend un petit peu comme ça. Puis parce qu'on prend un coude, on va descendre plus drastiquement en pression. Bon, je vais essayer de le faire plus vis-à-vis. On est ici. Ouais. Fait que là, on s'en vient. On va perdre un petit peu de pression. Comme ça. Parce qu'on prend un coude, on descend encore plus en pression. Puis en plus, on a la partie verticale. Donc, on va avoir une perte de pression due à cause de la conduite. Parce qu'on prend un T, on a une petite perte de pression. Parce qu'on prend un T, on a une petite perte de pression. Je disais comme ça. Puis on a la conduite qui nous donne une grande perte de pression. Puis cette partie-là aussi, la partie, le coude, pas le coude, mais le T qu'on passe au travers, nous donne une perte de pression aussi. On descend comme ça. J'ai de la misère un petit peu. On a une perte de pression. La valve va nous donner une bonne perte de pression, comme ça. Puis on a le tuyau qui donne une perte de pression aussi. Puis le petit raccord. Donc ici, on va arriver, par exemple, c'est 95 PSI. Puis admettons qu'avant la valve, on était à 100 PSI. Voyez-vous que juste le fait de parcourir la tuyauterie, de prendre des T, des coudes en termes de raccord, fait perdre la pression. Le coude, c'est assez évident. Si on a un coude comme ça, j'ai de la misère à dessiner. Si on a un coude comme ça, puis l'air s'en vient ici, c'est sûr qu'elle va se frapper partout, puis il faut qu'elle change de direction. Si c'est une perte de pression, on peut comprendre qu'on va sortir moins vite qu'on est rentré. La même chose quand on a un coude, un T. Quand on a un T et on s'en vient comme ça, c'est sûr qu'on a une perte de pression si on vire de côté, mais c'est la même chose si on continue aussi. Si on arrivait de ce côté ici du tuyau, mais juste le fait qu'on ait un embranchement ici va causer une perte de pression aussi. Donc, un T va causer aussi une perte de pression. La valve aussi, on va le voir tantôt encore plus en détail comment fonctionne la valve. Pour être capable de calculer la pression qu'on a dans la conduite ou à la fin d'un système, si mettons, on veut absolument avoir une certaine pression ici, avec un certain débit, mais il faut être capable de calculer toutes les pertes de pression partout pour que notre vérin se fasse actuer ou se fasse alimenter adéquatement. Comment on fait pour calculer les pertes de pression? Bien, il y a plusieurs façons de le faire, mais ça découle tout d'une formule mathématique ou des essais et erreurs.
en fait. Mais on peut vraiment le quantifier de façon mathématique. Il faut tout d'abord parler des liquides qui sont compressibles ou incompressibles. Si vous avez un liquide comme de l'eau, de l'huile, on le juge qu'ils sont incompressibles. Imaginons qu'on part, je ne sais pas si vous voyez ici, là, si on a à faire tout le parcours de la tuyauterie avec, en étant incompressible, mais c'est certain que en étant de l'eau, par exemple, l'eau qui va passer ici, elle va pousser uniformément sur toute l'eau qui est ici, puis on va avoir le même débit partout. Imaginons on prend l'exemple de routière de tantôt, imaginons qu'au lieu que ce soit des autos qui sont sur la route, c'est un train. Donc, si on a des wagons de train comme ça, ils vont être toujours à la même distance l'un de l'autre, avec la petite locomotive, avec la petite cheminée, puis ils sont reliés par des maillons. Fait que la vitesse à laquelle lui va aller, ça va être la même vitesse à laquelle lui va aller. Ils vont tous se suivre, un peu comme des montagnes russes. Peu importe comment tu vires de côté, tu fasses des loupes, on espère que les wagons se suivent tous, puis qu'ils arrivent à la fin tout pareil. Par contre, si vous êtes en automobile, on peut faire l'analogie comme des matériaux qui sont compressibles, comme de l'air, de l'hélium, tous les gaz en fait. Là, ce n'est pas le principe d'un train, c'est des automobiles. Donc, selon les matériaux que vous allez avoir, ben, les véhicules ils vont se promener près un de l'autre. Quand il y a comme un embouteillage, ou quand on va vite, les véhicules vont se distancer. Donc, il va y avoir des différences entre les molécules d'air, ce qu'il n'y a pas entre les molécules d'eau, par exemple. Donc, c'est ça qui fait que ce matériel-là il est compressible et lui, il est incompressible. Puis, selon le matériel qu'on a, exemple, si c'est de l'eau, de l'huile, je parle des matériaux qui sont incompressibles, mais si on a de l'eau, imaginons qu'on a de l'eau qui passe dans une conduite, mais les pertes de charge, ce n'est pas la même chose que si c'est de la mélasse qui passe dedans. La viscosité n'est pas pareille, la densité n'est pas pareille, ça va influencer. Même chose pour les gaz. Si par exemple on fait l'analogie encore des automobiles, bien, si c'est un étudiant un petit peu innocent qui ne sait pas conduire, comme tous les jeunes, bien, vous allez conduire rapidement, même si c'est sur de la glace dans le brouillard, vous allez tous vous coller un dans le derrière un de l'autre parce que vous êtes super téméraire et puis vous pensez que vous êtes immortel, alors que les personnes d'expérience, comme moi, bien, eux vont se laisser un peu plus de distance pour avoir une distance de freinage, prévoir les imprévus, un petit enfant qui peut aller dans la rue, tout ça. Donc, on a les mêmes conditions routières, mais le conducteur fait que le gaz se comporte de façon différente. Donc, le type de gaz aussi est important. Donc, pour trouver la perte de pression dans une conduite, il y a deux principales façons de le faire. La première, ce serait de passer par ce qu'on appelle les longueurs équivalentes. On est capable, avec une formule mathématique, de trouver la perte de pression correspondant à une certaine longueur. La perte de pression delta P va dépendre du coefficient de friction. Ça, c'est le type de conduite. Est-ce qu'on conduit sur des nids de poule ou si ça va sur un bel asphalte? Le L, c'est la longueur de la tuyauterie. Le V, c'est la vitesse à laquelle on se déplace. Le ρ, pas le ρ, mais le ρ, c'est la densité de l'air, puis le diamètre de la conduite. Avec ça, on est capable de déterminer la perte de charge qu'on va avoir dans une conduite. Mais on disait tantôt que, outre les conduites, il y avait aussi le problème des coudes et des intersections, si on veut. Donc, pour ça, il y a une table qui existe. Il y a plein de tables qui existent, en fait. Je vais essayer de l'amener ici. Puis, c'est pas long. Puis, ça fait une corrélation entre le type de raccord qu'on a puis les longueurs équivalentes. Par exemple, si on a un coude, si on a un coude à 90 degrés comme ça qui est vraiment sec, bien, on va dire que, par exemple, pour une conduite de 25 mm, si le coude a 25 mm, donc 1 pouce, bien, il faut prévoir 1,5 mètre de conduite. Ça veut dire qu'on peut remplacer ce coude-là par 1,5 mètre de conduite. Voyez-vous, c'est marqué la longueur équivalente en mètres. Donc, si on a un T, bien, on remplace ça par 2 mètres de conduite. Mais le T, c'est si on prend le coude, si on change de direction. Si on continue tout droit, dans cette table-là, ils n'en font pas mention. Mais en vrai, il y a des tables plus précises qui disent que même si tu continues tout droit avec un T, il faut que tu enlèves des pertes de pression.
Donc, il faut rajouter des longueurs équivalentes. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Fait que vous comptez tous vos raccords que vous avez avec des tables même plus complètes que ça. Vous pouvez même rajouter les valves, tout ça, les clapets. Puis avec ça, vous êtes capable de décider c'est quoi la longueur totale équivalente de la conduite, puis vous utilisez la formule qui est ici pour le calculer. Ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon encore plus simple de faire, c'est si on va sur un site Internet, il y a plusieurs sites qui offrent ce genre d'outils-là. Par exemple, si on va sur tlv.com, www.tlv.com, vous allez avoir accès à ce genre d'outils-là ici. Je peux le grossir un petit peu. Là, je prends en mode interactif, mais voici. Donc, ce qu'il faut faire, il faut juste rentrer le grade de notre tuyauterie. On a plusieurs choix. La pression, j'ai mis 130 livres pour être constant avec l'exemple qu'on a. On dit 25 degrés Celsius. On veut un débit de 100 CFM. Donc, eux, ils calculent tout de suite c'est quoi un SCFM. On sait que 100 pieds cubes minute compressés à 130 livres correspond à 902 pieds cubes décompressés, donc à pression atmosphérique. Par exemple, si on dit qu'on veut une perte de pression maximum de 5 PSI dans tout notre réseau, puis on a une conduite de 20 mètres de long, puis là, on peut mettre quelques coudes qu'on a, des clapets, des coudes, puis on définit aussi la rugosité de la tuyauterie. On appuie sur Calcul, puis ça nous dit, bien, pour avoir 5 PSI de perte de charge, ça te prend une conduite qui est correspondant au cédule 40 qu'on a spécifié ici. Ça prend une grosseur c'est 2 pouces. En fait, le diamètre intérieur, c'est 2,067 pouces, mais la dimension nominale, c'est 2 pouces. Ça nous dit la vélocité de l'air, la perte de pression, puis ça nous dit, c'est en bas, mais ça devrait donner ça en PSI, puis ça nous donne aussi la valeur équivalente. Voyez-vous? On avait demandé 20 mètres de long, mais avec les raccords qu'on a mis, la longueur équivalente devient 31,6 mètres. Donc, avec la formule, avec les longueurs équivalentes, c'est ce qu'on aurait obtenu. Puis on aurait pu le calculer de cette façon-là. Puis ici, vous voyez qu'on peut mettre des valves, puis on va avoir des longueurs équivalentes correspondant à des valves. Ça, c'est bien pour évaluer, grosso modo, si je peux dire, les pertes de pression dans un système. Par contre, les pertes de pression dans les valves peuvent être très importantes si on veut se servir des valves pour contrôler des équipements. Par exemple, si j'arrive à faire de la place un peu, admettons qu'on a un piston comme ça qu'on veut actionner avec de l'air comprimé qui rentre ici. Si la valve est très grande, imaginons je vais faire en deux, je ne le ferai pas en unifilaire la valve, là, mais imaginons qu'on a une valve qui est grosse comme ça, puis qu'on a on peut contrôler l'orifice de la valve avec mettons qu'on le contrôle avec un clapet comme ça, avec une valve qu'on peut ouvrir ou fermer. On peut dire, mettons, la valve peut être dans cette position-là, donc le liquide va pouvoir passer par ici puis par ici, pas le liquide, mais l'air, ou on peut mettre la valve dans une autre position qui serait comme complètement ouverte, qui serait comme ça. Donc là, l'air peut passer plus facilement partout. Si la valve est très, très grosse, ça va être difficile d'ajuster l'ouverture de la valve pour avoir exactement le bon débit qu'on souhaite pour faire bouger le piston comme on souhaite. À l'inverse, si la même valve était très petite, mais là, même si on ouvrait à pleine grandeur, on n'aurait pas assez d'air pour faire actionner le vérin comme on souhaiterait. Donc, trop petit, ça ne marche pas. Trop grand, ça ne marche pas non plus. Il y a une dimension entre les deux, intermédiaire, qui va être optimale. C'est quoi cette dimension-là? Ça dépend. Il faut juste, pour l'évaluer, il faut être capable de trouver ce qu'on appelle le CV. Ça, c'est un coefficient de débit, ou le flow coefficient en anglais. Ça vient de l'eau finalement. Le CV a été établi pour quantifier une quantité d'eau qui peut passer à travers un orifice. Donc, imaginons qu'on a un orifice, puis que l'eau passe à travers comme ça. Mais le CV, c'est la quantité d'eau qu'on peut passer, le débit d'eau qu'on peut passer par minute, ou le débit, pour avoir une perte de pression équivalent à 1 PSI entre le début, entre le in et le out du tuyau, de l'orifice. Donc, si on a un petit trou,
si l'eau faut qu'il passe à travers de ça, le CV va être petit. Donc, le débit va aussi être plus petit. Donc, on a moins de pression, on a moins de volume qui peut passer. Si, pour la même, si on a un autre trou, puis qu'on a une plus grosse orifice, mais le CV va augmenter parce que le débit qui peut passer à travers cet orifice-là, toujours pour une perte de pression équivalent à 1 PSI, va augmenter. Donc, plus l'orifice est grosse, moins qu'il y a de restrictions, plus que le CV monte, plus que le débit monte. C'est vraiment le principe du CV. Maintenant, comment calculer pour des compressibles ou des incompressibles? Ça varie, parce que justement, les fluides ne se comportent pas de la même façon. Donc, si la formule ici, on va essayer de l'amener ici à la bonne place. Donc, pour calculer la pression dans le CV pour un liquide, ça c'est incompressible, mais il faut juste connaître le débit, il faut connaître la perte de pression, puis la gravité. Est-ce qu'on essaie de faire passer de la mélasse ou de l'eau dans la conduite ou de l'huile? Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vitesse, c'est le CV pour les gaz. Les gaz, c'est pas mal plus compliqué que les compressibles parce que ça se comporte différemment si c'est subsonique, sonique ou supersonique. La physique de l'air comprimé est un peu plus compliquée. Mais la formule elle peut être simplifiée de cette façon-là ici. Fait qu'il faut juste connaître le débit, encadrer la gravité spécifique, est-ce qu'on fait passer de l'air ou de l'hélium ou peu importe, connaître les différentiels de pression, puis on peut arriver à trouver le CV. On a vu tantôt que le CV est important pour bien dimensionner une valve. Donc, ce qu'on peut faire, les fabricants de valves vont donner souvent les spécifications de leur valve. Par exemple, si je trouve ça ici, il y a une valve, il y a un fabricant de valve qui dit que pour une certaine valve, si on prend une valve, exemple, de 2 pouces, puis que l'air, imaginons que l'air passe dans la conduite, je vais essayer de le dessiner. Là. Imaginons qu'il y a une conduite qui est comme ça, puis que l'air passe comme ça dedans. Donc, si le clépet est ouvert à 90 degrés, il y a beaucoup d'air qui passe dedans. Donc, s'il y a beaucoup d'air, le CV ici va être grand. Plus qu'on ferme la valve, mettons que la conduite est comme ça, puis l'air passe par là, mais là, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Donc, pour le même diamètre de valve, le CV il descend beaucoup. Donc, plus qu'on ferme la valve, plus que le CV diminue. Même chose, plus qu'on grossit la valve, si au lieu d'avoir une valve de 2 pouces, on a une valve de 16 pouces, bien, le CV augmente. On a passé de 144 à 14 000 de CV, en fait. Donc, l'ouverture de la valve, la grosseur de la valve va influencer. Puis, il y a une erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de dire, hey, j'ai un tuyau de 2 pouces, on va mettre une valve de 2 pouces. Non, c'est pas ça. C'est pas nécessairement le cas. Des fois, vous allez avoir un tuyau de 8 pouces, mais vous allez chercher un CV, par exemple, de 107. Donc, même si vous avez un tuyau de 8 pouces, vous allez mettre une valve avec des raccords sur un tuyau de 2 pouces et demi, puis vous allez remonter après 8 pouces s'il faut. Fait que vraiment, c'est pas parce qu'on a un tuyau de 2 pouces qu'il faut mettre une valve de 2 pouces, ça peut être vraiment différent. Fait que ça, c'est une façon de le calculer. Mais encore une fois, vous êtes chanceux, il y a Internet qui nous donne d'autres possibilités. On peut le calculer selon les tables, mais on a aussi un site qui est vraiment bon, qui est un fournisseur de valves de tuyauterie. Il s'appelle Swagelock. Je vais essayer de l'écrire. Qui est un site quand même vraiment intéressant pour la fourniture de tuyauterie, de valves, puis d'équipements spécialisés pour l'air comprimé ou toutes sortes de gaz. Donc, si vous allez sur ce site-là, il y a un outil qui s'appelle, on peut calculer le CV ou calculer le débit si on cherche le CV. Donc, par exemple, si j'ai dit pour une pression d'entrée de 100 PSI, puis je veux qu'à la sortie, il y ait 95 PSI, je pense faire passer 50 SCFM dedans avec telle température, tel liquide. Ils vont dire, le CV que ça te prend, c'est 2,365. On aurait pu faire l'inverse en cliquant ici sur le débit. On aurait donné le CV qu'on souhaite, puis il nous aurait donné le débit qui sort de là. Donc, c'est un outil qui est vraiment complet pour calculer le CV, puis le CV va être encore même plus précis que le calcul simplifié qu'ici. C'est une façon de le faire. Puis aussi, encore sur le même site, plusieurs fabricants de valves le font aussi, mais on peut avoir aussi, exemple, une valve à pointeau
qui donne une caractéristique ici. Fait que là, vous le voyez, c'est une valve pour contrôler le débit qui passe à travers la valve. Fait que si, mettons, on veut contrôler avec précision l'activation d'un vérin, on peut dire, si on prend la valve série 18 de Swagelok, bien, ils disent que si, on met, exemple, on fait 2 tours d'ouverture, c'est une valve de contrôle, puis si on a avec un orifice de 9 mm, avec la tige, mettons, une tige de régulation, ça, c'est une sorte une option qu'il y a sur la série 18. Mais si on prend la série 18 et on fait 2 tours, ça va correspondre à un CV de 0,75. Alors qu'on si on prend l'option tige en V avec siège doux, mais pour le même 2 tours, on aurait un CV de 1,75. Mais vous voyez que l'information est facilement disponible pour les types de valves pour être capable de s'assurer d'avoir la valve qu'on souhaite avoir pour bien contrôler notre piston, par exemple, ou n'importe quel appareil. Bon. Maintenant qu'on connaît un peu plus c'est quoi un CV, on peut s'en servir pour faire un exemple. Il y a une façon de calculer c'est quoi le CV qu'on a besoin pour un piston. La formule qui est ici, c'est la même chose. En fait, là, c'est de trouver le bon CV pour faire bouger le piston de la façon qu'on souhaite. Par exemple, si on a un piston que, toujours le même piston comme ça ici, puis on a une valve qui est ici, puis là, on veut s'assurer que ce piston-là, par exemple, mettons que le cylindre, il y a 2 pouces, il y a 2 pouces de diamètre. Disons que la course qu'on veut du piston, c'est 5 pouces. Mettons qu'on veut que le vérin il fasse sa course en 0,5 secondes. Puis que la pression qui arrive dans le vérin est de. Bien, que la pression qui arrive ici est 100 PSI. Puis qu'on veut une perte de pression, mettons qu'on veut s'assurer qu'ici, dans le vérin, on veut qu'il y ait, par exemple, 98 PSI. Ça va être quoi le CV qu'on a besoin? Fait que le CV de la valve va être égal à quoi? Fait que pour le faire, même si on sait que, dans l'exemple de tantôt, si je reviens dans l'exemple de tantôt, c'est un peu cette partie-là qu'on regarde, là, comme c'est ici. On peut dire on a 130 PSI qui rentrent, mais quand on arrive près du piston, on a 100 PSI parce qu'on a eu des pertes de pression ici. On sait qu'on en sort en 98. Bien, c'est quoi la valve qu'on veut? C'est quoi le CV? Ça va être quoi le CV de cette valve-là ici? Donc, si on vient, donc, il faut juste servir de cette formule-là. Donc, on voit le CV, si on suit à la formule. Oups. Si on suit à la formule, le CV, c'est égal à la surface. Alors, je vais me mettre en autre couleur parce que je ne suis pas capable d'écrire par-dessus. Le CV, c'est égal à l'air. Bien, c'est cette formule-là qu'on regarde, là. Fait que c'est égal à l'air. Puis l'air ici, l'air, c'est, désolé, c'est pi d au carré sur 4. Dans notre cas ici, ça va être pi fois 2 au carré qui donne 4 sur 4, donc ça donne pi. Ça, c'est notre R en pouces carrés. La longueur, on l'a déjà, c'est 5 pouces. Le T, c'est la sortie du cylindre. Le taux de compression, j'ai oublié d'en parler. Le taux de compression, c'est la pression de service, plus la pression atmosphérique sur la pression atmosphérique. Donc, ici, on a 100 PSI. Donc, ça fait qu'on a 100 PSI, G, plus 14,7 PSI sur 14,7 PSI, qui donne 7,8 PSI. C'est pas des PSI, c'est juste un taux de compression. Fait que c'est juste, il n'y a pas d'unité. C'est des PSI qui se divisent par des PSI. Donc, c'est 7,8. Puis aussi, il y a le facteur B. Bien, le temps de sortie de scène, on l'a vu. Le taux de compression, on vient de le trouver. Puis, on a aussi le facteur perte de pression qu'il faut voir le tableau à la page 5. Ça, je vais vous les donner, tous ces tableaux-là sur l'EA. Vous n'aurez pas de stress à trouver ça. Donc, le tableau, je vais l'importer ici. Voyez-vous, on disait
le taux de compression, il calcule aussi dans le tableau. Si je m'en viens ici, on disait que la valeur de la pression en PSI, c'était 100. Le taux de compression, 7,8, c'est ce qu'on avait calculé ici. C'est facilement calculable. Puis là, nous, on veut une perte de pression de 2 PSI. Voyez-vous, on part de 100 PSI pour aller à 98 PSI. Donc, le delta de pression est égal à 2 PSI. Donc, si on va dans la table, le facteur qu'on cherche pour 2 PSI, excusez, c'est ici. 2 PSI, c'est 14,5. 14,5 le facteur. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre ça dans la formule. Donc, notre CV, je vais le mettre ici comme ça. Le CV, ouais, je vais effacer ça, ça va être plus facile de l'écrire ailleurs. Donc, je recommence. Notre CV va être égal à l'aire du piston, qui est égal à pi. On multiplie par la longueur, qui est 5. On multiplie par le taux de compression, qui est 7,8. On divise par le facteur B qu'on disait qui était 14,5, par le temps qui était de 0,5 secondes, puis par 29. Donc, si on met ça dans la calculatrice, si on ouvre la calculatrice, twing, ici, puis là on dit, on a pi qui est 3,1416, on multiplie par 5, on multiplie par 7,8, puis là on divise par 14,5, on divise par 0,5, puis on divise par 29. Ça donne un CV qui est égal à 0,6. Donc, notre CV est égal à 0,6. Donc, pour obtenir ce qu'on veut de spécification de sortie de vérin, bien, il faut trouver une valve qui donnerait 0,6. Puis maintenant, si on veut faire varier la pression, le débit de sortie dans une certaine plage, bien, il faut trouver une valve qui va permettre ce genre de déplacement-là. Donc, la valve ici n'était peut-être pas adéquate. 0,6, c'est quand même pas pire. Hein? C'est comme un addon, là. Mais voyez-vous, on se situe à 0,6, on se situe dans ce coin-là ici. Donc, on a quand même du jeu. Fait qu'on est capable d'avoir une valve qui va faire varier ça comme ça. Puis on peut faire le calcul inverse, puis dire, bien, avec tel CV, il va se passer quoi avec le vérin? Puis on va être capable de dire si la plage d'opération de la valve nous convient. Donc, on peut comprendre l'importance des pertes de pression dans un système. On peut comprendre l'importance de bien choisir une valve avec le bon CV pour être capable de faire des mouvements qu'on veut. Les pertes de charge, ce n'est pas juste pour les conduites puis les raccords ou les fittings là, en anglais, ou les valves. Ça va être aussi pour tout ce qui est filtre, les sécheurs, toutes les composantes que l'air doit traverser, va influencer en quelque sorte les pressions. Il faut tenir en compte de tout ça pour être sûr que tout opère dans les plages d'opération qu'on souhaite pour avoir un système efficace. Mais j'espère que ça a été clair.